Sors de ma maison. Espèce de moins que rien. Et ne reviens jamais ici en pensant que ton argent fait de toi l'une des nôtres. Je m'appelle Léa Dupont. J'ai 32 ans. Et la nuit où mon père m'a traité de déchet sans éducation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Et je ne me suis pas défendue. Je suis simplement restée debout. Au bout de la table de son dîner d'anniversaire, tandis que tous les autres se figeaient. Le regardant me crachait ces mots au visage comme si j'étais une saleté qu'il voulait racler de son sol. Il m'a dit que j'étais une parvenue. Il m'a dit que mon argent ne me rendait pas respectable. Il m'a hurlé de sortir de chez lui. Le plus fou dans tout cela, c'est que j'avais passé des années à aider discrètement cette famille à survivre à des urgences dont ils n'ont jamais su que c'était moi qui les avais payées. À ce moment-là, j'avais déjà bâti une entreprise qui m'avait rapporté 31 millions d'euros. Mais dans cette pièce, aux yeux de mon père, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour eux, j'étais toujours la fille qui avait abandonné ses études, ruiné le scénario familial idéal, et choisi une vie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, je les regardai droit dans les yeux et j'ai répondu avec un calme glacial. D'accord ? Très bien. Ensuite, j'ai pris mon sac et je suis sortie. Sans élever la voix une seule fois, j'étais partie avant même que quiconque ait trouvé le courage de m'arrêter. Au lever du soleil, j'avais mis toute ma vie dans des cartons, posé mon téléphone face contre table, et laissé la ville de Lyon derrière moi sans dire au revoir. 3 semaines plus tard, ces mêmes personnes qui m'avaient regardé me faire jeter dehors allaient s'étouffer avec la vérité qu'ils avaient tant méprisée. Et pour la première fois de ma vie, je n'aurais plus besoin de leur approbation pour respirer. J'ai grandi à Lyon, dans une maison bourgeoise où la réussite ne comptait que si elle paraissait traditionnelle de l'extérieur. Mon père, Alain Dupont, était un ingénieur en mécanique qui avait passé la majeure partie de sa vie dans la même grande firme industrielle. Et il considérait cette constance comme une preuve absolue de supériorité morale. Ma mère, Hélène, enseignait le français au collège et avait une voix plus douce. Mais elle renforçait exactement les mêmes règles rigides avec un sourire au lieu d'un cri. Mon frère aîné, Hugo, et suivait les formules toutes faites comme certains suivent une religion. Maseur, Chloé, avait appris très tôt à dire la bonne chose dans la bonne pièce pour que les adultes la qualifient de fille mature. Moi, j'étais celle qui mettait tout le monde mal à l'aise. À 10 ans, je ne jouais pas à la poupée dans le jardin. Je transformais notre garage en un mini-marché du samedi. Repeignant de vieux tabourets, assemblant des services de vaisselle chinés dans les brocantes, et convainquant les voisins de les acheter parce que j'écrivais des étiquettes à la main qui faisaient passer chaque bol ébréché pour un morceau d'histoire plutôt qu'un défaut. À 13 ans, j'apprenais aux artisans locaux à mieux photographier leurs produits pour qu'ils puissent vendre en ligne. À 16 ans, je créais de simples pages de paiement sécurisées pour des femmes qui vendaient des bougies, du linge brodé et des savons artisanaux sur les stands des marchés de la région. J'adorais comprendre comment les gens achetaient. Pourquoi les histoires se vendaient mieux que les fiches techniques? Pourquoi la présentation changeait la valeur d'un objet? Mon père appelait tout cela mes petits bricolages mignons. De la même manière que certains hommes tapotent la tête d'un enfant, avant de l'ignorer complètement, il se tenait dans la cuisine après le dîner et me répétait inlassablement que l'intelligence sans diplôme n'était qu'un passe-temps avec un meilleur éclairage. Ma mère disait qu'il ne voulait que ma sécurité. Ce qu'elle voulait dire. En réalité, c'était l'obéissance. Quand Hugo a obtenu un stage prestigieux, nous l'avons célébré avec un grand dîner au restaurant. Quand Chloé a eu les meilleures notes de sa promotion, mes parents ont appelé tous les grands-parents. Quand j'ai gagné assez d'argent à 10 à 7 ans pour payer ma propre assurance automobile et acheter mon ordinateur portable comptant, mon père a à peine levé les yeux de son journal. Il a simplement dit « Cette énergie serait bien plus impressionnante si tu la dirigeais vers un vrai avenir. » Je me suis inscrite à l'université parce que me battre contre eux me semblait plus épuisant que de me décevoir moi-même. J'ai tenu 3 semestres.
Chaque cours me donnait l'impression que quelqu'un décrivait le monde des affaires à travers une épaisse vitre. Alors que je saignais déjà de l'autre côté, les professeurs parlaient du risque en théorie. Moi, je le prenais déjà au quotidien. Ils donnaient des cours sur la psychologie du client à partir de diapositives. Moi, j'avais déjà appris à mes dépens que les femmes achetaient différemment des articles de cuisine faits main, un mardi à 23 heures. Par rapport à un marché dominical avec de l'argent liquide en main, je n'étais pas paresseuse. J'étais juste inadaptée à leur système. Mais dans ma maison, il n'y avait aucune distinction. Le jour où j'ai dit à mon père que je quittais la fac, il m'a regardé comme un juge regarde un criminel qui a fait perdre son temps au tribunal. Il ne m'a pas demandé ce que je comptais construire. Il m'a demandé quel genre d'humiliation je voulais apporter à la famille. Il a dit que je choisissais la difficulté parce que j'étais trop arrogante pour accepter la rigueur. Il a martelé que personne de respectable ne confierait jamais de l'argent sérieux ou des responsabilités sérieuses à une décrocheuse. Ma mère a pleuré. Non pas parce qu'elle pensait que je pourrais échouer, mais parce qu'elle pensait que les gens allaient jaser. Hugo a ri avec mépris quand j'ai dit que je pouvais gagner plus avec une entreprise intelligente qu'avec une vie entière de faux-semblants. Chloé m'a dit que je romantisais l'instabilité parce que je voulais un traitement de faveur pour être soi-disant différente. Je suis partie quand même. J'ai loué un petit appartement sombre au-dessus d'une vieille laverie automatique dans le quartier de la Guillotière. J'ai travaillé jusqu'à en avoir mal au poignet. J'ai appris les règles d'expédition, les litiges de paiement, la fatigue publicitaire, les coûts d'emballage et comment gérer la panique des clients à 2 heures du matin. Et savez-vous ce qui m'a fait le plus mal pendant cette période? Ce n'était pas de ne pas avoir un sou. C'était de réaliser que ma famille aurait de loin préféré me voir misérable d'une manière respectable, plutôt que courageuse d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Avez-vous déjà eu l'impression que les personnes qui prétendaient vous protéger essayaient en réalité d'enterrer la version de vous qu'ils ne pouvaient pas contrôler? L'entreprise qui a finalement changé ma vie n'est pas arrivée comme une idée lumineuse et soudaine. Elle est née de ces années passées à regarder des gens talentueux échouer parce qu'ils savaient fabriquer de belles choses, mais n'avaient aucune infrastructure, aucune stratégie de prix, aucun système de distribution, et personne pour leur apprendre à se développer à grande échelle sans se perdre. J'ai passé le début de ma vingtaine à aider des artisans à créer des boutiques en ligne, à négocier des remises sur les frais de port, à photographier des produits sur des fonds empruntés, et à dormir à côté de piles d'inventaire parce que je ne pouvais pas encore me payer un véritable entrepôt. J'ai rencontré mon mentor, Inès Garcia, lors d'un salon professionnel régional à Annecy, alors que j'avais 23 ans et que j'essayais de ne pas avoir l'air désespéré. Elle avait passé des années comme acheteuse pour des chaînes de boutiques haut de gamme, et elle a vu en 10 minutes ce que ma famille avait refusé de voir pendant une décennie. Je n'étais pas éparpillée. J'étais redoutablement commerciale. Je n'étais pas désinvolte. J'étais juste en avance sur mon temps. Inès m'a aidé à cesser de penser comme une simple indépendante et à commencer à penser comme une véritable dirigeante d'opération. Ensemble, nous avons transformé mon travail en quelque chose de bien plus grand, une société de commerce et de logistique numérique qui aidait les petits fabricants français d'articles pour la maison, les artistes textiles, les ébénistes, les ateliers de céramique et les marques d'épicerie fines à créer des entreprises de vente directe aux consommateurs haut de gamme. Sans se faire avaler par les géants d'Internet, je m'occupais des systèmes, de la stratégie de marque, des normes d'emballage, de la fidélisation des clients, des relations avec les grossistes et, finalement, de la création d'outils logiciels conçus sur mesure pour nos propres vendeurs. Je ne revendais pas des babioles en ligne. Je construisais un écosystème entier. Cela a failli me briser. Pourtant, j'ai atteint le plafond absolu de ma ligne de crédit une fois, et je l'ai remboursé en 6 mois d'efforts brutaux. J'ai perdu une saison de fêtes entière à cause d'un problème de frais qui a anéanti mes marges. J'ai passé un hiver entier à porter des gants à l'intérieur de mon appartement, parce que j'avais choisi de payer les salaires de mes équipes plutôt que mon propre chauffage, mais chaque échec m'a appris quelque chose d'utile.
Et aucune de ces leçons ne venait avec un programme universitaire, elles venaient avec des factures, de l'insomnie et des responsabilités écrasantes, à 28 ans. J'avais un vrai siège social. 41 employés. Des partenaires de distribution nationaux et une plateforme que les analystes financiers essayaient cesse de classer, de manière trop étroite, car ils ne voyaient pas à quel point notre valeur résidait dans les systèmes invisibles derrière la vitrine. À 30 ans, j'avais refusé 2 offres de rachat faramineuses parce que je voulais le contrôle bien plus que les gros titres dans la presse. À 32 ans, ma participation personnelle dans l'entreprise m'avait rapporté 31 millions d'euros, pourtant, je ne disais toujours pas les vrais chiffres à ma famille. Je me racontais que je protégeais notre relation. Mais la vérité était bien plus laide. Une partie de moi voulait toujours désespérément qu'ils me choisissent. Moé. Avant que le succès ne me rende indéniable, alors, je continuais à me faire toute petite dans des pièces où, en réalité, je portais le plus lourd fardeau. Quand ma mère a eu besoin d'une opération chirurgicale délicate et que la mutuelle a bloqué une partie de la facture, un compte en fiducie anonyme a soudainement résolu le problème. Quand Hugo n'a pas réussi à boucler le financement pour l'achat de sa maison, des fonds mystérieux sont apparus par l'intermédiaire d'un vague ami de la famille. Quand le mariage de Chloé a failli s'effondrer après que les coûts des traiteurs ont explosé, le déficit a disparu avant même qu'elle n'ait à annuler quoi que ce soit. Mon père s'est un jour qualifié de « colonne vertébrale inébranlable de la famille » tout en conduisant, sans le savoir, une voiture dont j'avais personnellement payé les lourdes réparations. C'était le genre de silence dans lequel je vivais. J'envoyais de l'aide à midi. Et on me traitait comme le parfait exemple de l'échec lors du dîner. La coupure la plus profonde est venue lorsque Hugo a mentionné vouloir lancer une activité secondaire pour conseiller les entrepreneurs locaux sur le financement immobilier. Je lui ai gentiment proposé de lui montrer comment créer des systèmes d'acquisition de clients qui convertissaient vraiment. Il a souri avec un mépris non dissimulé et a dit qu'il n'allait certainement pas prendre de conseils commerciaux de la part de quelqu'un qui avait quitté la fac et eu un simple coup de chance sur Internet. Mon père a même hoché la tête en signe d'approbation. Il a dit « Un vrai diplôme enseigne la discipline. C'est plus important que de se démener dans le vide. » Je me souviens avoir souri comme si cela ne me faisait pas mal. Car à ce stade, j'étais passé maître dans l'art d'avaler les humiliations tout entières. Mais le silence fait quelque chose de très dangereux quand on le nourrit pendant des années. Il se durcit en distance, puis en ressentiment, puis en clarté absolue. Je me disais que ma retenue était une preuve d'amour. Je me disais que la dignité signifiait prendre de la hauteur. Je me disais que la famille méritait une patience infinie. J'avais tort. Mon silence ne guérissait absolument rien. Il rendait simplement leur manque de respect gratuit et sans conséquence pour eux. Puis le dîner du 60e anniversaire de mon père est arrivé, et j'ai fait l'erreur fatale de penser que la vérité, enfin dite clairement, changerait peu, être tout. Je suis allée à ce dîner avec un cadeau que j'avais passé des mois à préparer. Ce n'était pas tape à l'œil. Ce n'était pas une vengeance. C'était un plan d'épargne retraite entièrement financé, structuré de main de maître par mon équipe financière, pour que mes parents puissent cesser définitivement de s'inquiéter des surprises médicales et arrêter de prétendre que le stress financier était une forme de noblesse. Je nourrissais aussi un espoir secret que j'ai presque honte d'admettre aujourd'hui. Je pensais que si je leur montrais ce que j'avais vraiment construit, calmement, avec des preuves, sans théâtralité, ils me verraient peu, être enfin telle que j'étais. Au lieu de celle que j'avais été à 10 à 9 ans, le dîner a commencé exactement comme les humiliations familiales commencent habituellement, avec tout le monde agissant de manière assez normale pour que vous remettiez en question vos propres instincts de défense. Ma mère s'agitait autour du rôti. Chloé parlait d'une affaire complexe que son cabinet avait gagnée. Hugo insérait du jargon bancaire pompeux dans des conversations ordinaires, parce qu'il adorait paraître important. Mon père était assis en bout de table, se prélassant dans une autorité qui ne survit que si personne n'ose la contester. Personne ne m'a posé de vraies questions. Ni sur mon travail, ni sur ma vie,
ni sur la raison pour laquelle j'avais l'air plus mince, plus affûtée, plus fatiguée, plus certaine de moi. J'ai attendu la fin du dessert. Puis j'ai posé l'épaisse enveloppe à côté de l'assiette de mon père, et j'ai dit que je voulais partager quelque chose. Il l'a ouverte lentement, a froncé les sourcils devant les longues suites de chiffres, et a demandé d'un ton sec ce qu'il regardait exactement. J'ai expliqué, aussi simplement que je le pouvais, que mon entreprise avait franchi une nouvelle étape majeure de valorisation, que j'avais structuré un fonds solide pour leur avenir, et que je voulais qu'ils vivent confortablement parce que je les aimais. La pièce est devenue d'un silence de mort. Hugo a été le premier à rire. Et ce n'était pas un son joyeux. Il a demandé avec arrogance si c'était un de ces faux trucs de nouveaux riches d'Internet où les gens se vantent d'une valeur sur le papier et louent des voitures de sport pour faire illusion. Chloé a soupiré bruyamment. Léa, s'il te plaît. Ne fais pas de l'anniversaire de papa une tribune pour ta petite marque. Mon père, Louis, a regardé les documents notariés comme s'il l'offensait personnellement. Puis, avec un dégoût palpable dans la voix, il a demandé si je croyais vraiment que jeter de l'argent par les fenêtres me rendait l'égal des personnes qui, elles, avaient réussi leur vie de la bonne façon. J'ai répondu calmement que ce n'était pas une question d'égalité. C'était une question de prendre soin d'eux. J'ai ajouté que je les aidais depuis des années, discrètement, parce que je ne voulais jamais que quiconque se sente rabaissé ou exposé. C'est à ce moment précis que tout a explosé. Ma mère m'a regardé la première. Totalement confuse. Le visage de Hugo est devenu livide. Puis s'est tordu de colère. Chloé a exigé d'une voix perçante de savoir ce que je sous-entendais. J'aurais dû m'arrêter là. Au lieu de cela, être parce que j'en avais assez d'être le secret honteux de la famille. Être parce qu'une vieille blessure s'était finalement déchirée à vif. Je leur ai dit la vérité. Pas tous les montants. Pas tous les détails. Mais suffisamment. Je leur ai dit que j'avais couvert la part manquante des frais médicaux de maman. Aider Hugo à finaliser l'achat de sa maison, sans qu'il ne s'en rende compte. Sauver le mariage de Chloé, alors que personne d'autre ne savait à quel point il avait été près d'être annulé faute de budget. Je ne l'ai pas dit pour les humilier. Je l'ai dit parce que je voulais, pour une fois dans ma vie, que la vérité existe au milieu de cette pièce. Mon père s'est levé si violemment que sa lourde chaise a raclé le sol. Il n'avait pas du tout l'air reconnaissant. Il avait l'air d'un homme acculé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que certaines personnes préféreront toujours vous qualifier de monstre, cruel, plutôt que d'admettre qu'elles ont eu désespérément besoin de votre aide. Hugo s'est levé à son tour, demandant si je pensais que cela faisait de lui une sorte de cas social pitoyable. Chloé m'a hurlé que j'étais une manipulatrice perverse pour avoir gardé ses secrets au-dessus de leur tête. Ma mère pleurait à chaudes larmes et ne cessait de répéter qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'aurais fait tout cela en secret. Comme si la véritable réponse n'avait pas siégé en bout de table durant toute ma vie. Puis mon père a commencé à hurler. Il a dit que j'étais entrée dans sa maison pour acheter de l'autorité. Il a dit que l'argent gagné par une décrocheuse ne l'impressionnerait jamais. Il a dit que je n'avais aucun droit de faire se sentir petit les gens dotés de véritables diplômes. Hugo a renchéri. Chloé aussi. Ils ont tous ri nerveusement de mon petit empire. Se sont moqués de mon manque de diplôme. Ont agi comme si l'entreprise qui employait des dizaines de personnes et soutenait des centaines d'artisans n'était qu'un coup de chance hasardeux qui les embarrassait par association. J'ai gardé ma voix parfaitement calme. Cela a semblé enrager mon père encore plus. Il a pointé un doigt tremblant vers la porte d'entrée et a crié « Sors de ma maison. Espèce de moins que rien. Et ne reviens jamais ici en pensant que ton argent fait de toi l'une des nôtres. Axtv. L'une des nôtres ?» Comme si j'avais jamais vraiment eu la permission de l'être, je me souviens avoir attrapé mon sac à main. Je me souviens que mes mains étaient d'une stabilité parfaite. Même si ma poitrine semblait avoir été évidée de l'intérieur, je me souviens d'avoir regardé chaque visage une dernière fois. Ma mère fixait la nappe en pleurant. Chloé avait l'air honteuse mais gardait le silence. Hugo, Louis, avait l'air sincèrement satisfait.
Comme si quelque chose de laide et de longuement nourri en lui venait enfin de remporter une victoire. J'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit, d'accord. Très bien. And, ce fut tout. Pas de grand discours. Pas de larmes versées. Aucune supplication pour qu'une seule personne dans la pièce prenne ma défense. Je suis sortie. Dans l'allée, je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 2 minutes sans tourner la clé de contact. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai juste regardé à travers le pare-brise, et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi devenir atrocement froid et net. Ce n'était pas brisé. C'était terminé. Au moment où je me suis éloignée du trottoir, j'avais déjà pris ma décision définitive. Je n'allais pas passer une année de plus à passer des auditions pour obtenir de l'amour dans une famille qui ne me respectait que lorsque j'étais plus petite qu'eux. J'ai conduit jusqu'à mon appartement. J'ai fait mes cartons jusqu'à l'aube. Et j'ai supprimé la conversation de groupe familial. J'ai emballé toutes les photos de famille que je possédais. J'ai laissé mon ancienne clé de maison sur le comptoir de la cuisine. Et au petit matin, j'étais sur l'autoroute en direction de Biarritz. Je n'ai envoyé aucune lettre. Je ne me suis pas expliquée. 3 semaines plus tard, ils allaient apprendre que mon silence n'était pas une faiblesse. C'était le bruit lourd d'une porte qui se verrouillait définitivement derrière eux. Biarritz ne m'a pas guéri du jour au lendemain. Mais cette ville m'a donné l'espace nécessaire pour arrêter de jouer un rôle. J'y avais discrètement acheté une maison de pêcheurs restaurée face à l'océan l'année précédente, comme investissement immobilier. Un endroit dont je m'étais dit que je l'utiliserais peu, être un jour, quand la vie deviendrait moins encombrée, je suis arrivée avec des cartons. Une fatigue immense. Et une fureur si parfaitement contrôlée qu'elle en devenait presque froide. La première chose que j'ai faite a été de vider la maison de tout ce qui semblait impersonnel ou emprunté. J'ai décroché les œuvres d'art génériques. Déballé des pièces uniques façonnées à la main par des artisans avec qui je travaillais depuis des années. Et rempli la cuisine d'objets fabriqués par des gens qui construisaient des choses avec leurs mains plutôt que des jugements avec leur bouche. Ensuite, j'ai fait quelque chose de petit et de presque puéril. J'ai supprimé absolument toutes les photos de famille de mon téléphone, et j'ai brûlé une grande boîte en carton, remplie de vieilles cartes d'anniversaire et de mots de félicitations hypocrites dans un brasero en métal derrière la maison. Pas parce que je les détestais, mais parce que j'avais vitalement besoin de ce rituel. J'avais besoin d'un moment physique qui disait « Cette version de moi est morte, Wonder Steven ». J'ai commencé à dormir des nuits complètes pour la première fois depuis des mois. Je me promenais dans le quartier avant le lever du soleil. J'ai adopté un chien dans un refuge, un croisé avec une oreille déchirée, et je l'ai appelé Plume. J'ai loué un atelier dans le centre-ville où j'ai commencé à animer de petits séminaires pour des créatrices et des femmes qui bâtissaient des entreprises de produits en dehors des voies traditionnelles et élitistes. Le premier séminaire devait accueillir 12 personnes. 47 se sont présentées. Certaines venaient pour de la pure stratégie financière. D'autres venaient parce qu'on leur avait dit qu'elles étaient irréalistes tant de fois qu'elles ne faisaient à même plus confiance à leur propre ambition. Je comprenais chaque visage dans cette pièce. Puis, Hugo a débarqué devant ma porte d'entrée un samedi après-midi étouffant. Exactement 3 semaines après mon départ de Lyon, il affichait la même expression de supériorité qu'il portait toujours lorsqu'il pensait pouvoir transformer son charme en moyen de pression. Mais il y avait une tension visible autour de ses yeux désormais. Il ne s'est pas excusé. Il a commencé par parler de la famille. Il a dit que papa avait été sous une énorme pression. Que les anniversaires rendent les gens émotifs. Que j'avais être pris les choses de manière trop personnelle. Puis, il a pivoté de manière presque transparente vers la véritable raison de sa venue. Une de ses affaires immobilières avait mal tourné. Il avait besoin d'argent. Très vite. Juste un prêt relais. A-t-il dit. Une chose temporaire entre frères et sœurs, je lui ai demandé. D'un ton de glace. S'il avait conduit 7 heures d'affilée pour s'excuser ou pour faire la collecte, cela ne lui a pas plu du tout. Il a commencé à parler de sang, d'histoire partagée, de loyauté.
Tous les grands mots que les gens utilisent lorsqu'ils veulent un accès total, sans aucune responsabilité, avant que je ne puisse lui répondre. Mon téléphone a sonné. C'était mon directeur financier en haut-parleur. Car je passais la matinée à réviser un gros contrat, Hugo m'a entendu confirmer les conditions d'un accord de licence de plusieurs millions et approuver la première étape d'une expansion, en plusieurs phases. Je n'ai pas baissé la voix. Je n'ai pas envoyé l'appel sur la messagerie. Je n'ai plus joué la modestie pour le rassurer. Quand j'ai mis fin à l'appel, il me fixait avec des yeux écarquillés. Comme s'il venait enfin de rencontrer une étrangère portant mon visage. Je lui ai dit non. Pas, non pour l'instant. Un non ferme et définitif. Pas de prêt. Pas de sauvetage d'urgence. Plus aucun financement privé pour des gens qui me dégradaient publiquement et comptaient en privé sur mon silence complice. Il a craché que papa avait eu raison sur mon compte depuis le début, que l'argent m'avait rendu profondément égoïste. Je lui ai répondu que le succès ne m'avait en rien changé. Il avait simplement rendu impossible pour des gens comme lui de continuer à prétendre que je leur devais tout en ne méritant absolument rien. Il est parti furieux. Humilié et beaucoup plus ébranlé qu'il ne voulait bien le montrer. Plus tard, j'ai appris qu'il avait conduit directement jusqu'à Lyon pour raconter à tout le monde ce qu'il avait entendu. La maison en bord de mer, l'accord faramineux, l'argent, et le fait que je possédais bien plus que ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Cette conversation fut la première fissure majeure dans le mythe mensonger qu'ils avaient construit à mon sujet. Ce fut aussi le point de départ de leurs conséquences, 1 mois plus tard. Biarritz m'a rendu visible d'une manière que ma ville natale n'avait jamais faite. Un grand journal économique régional a publié un long reportage sur mes ateliers, la croissance fulgurante de mon entreprise et le parcours totalement non conventionnel que j'avais emprunté pour la bâtir. L'article était assez pointu pour être flatteur. Et assez honnête pour piquer là où ça fait mal. Il décrivait comment certains des fondateurs les plus innovants étaient souvent rejetés et rabaissés par les personnes les plus proches d'eux. Simplement parce qu'ils n'étaient pas emballés dans les bons diplômes. Il mentionnait, sans nommer personne directement, que le scepticisme familial peut devenir une forme destructrice de sabotage lorsque la fierté d'un patriarche compte plus que la réalité. Cet article a été repris par une publication nationale plus importante, puis un célèbre podcast d'affaires a diffusé un extrait de mon interview. Ensuite, une newsletter prestigieuse sur l'entrepreneuriat m'a cité disant « Les gens qui vous aiment ne sont pas toujours ceux qui savent comment vous voir ». Dès la 2e semaine, l'histoire avait fait le tour et était revenue frapper Lyon de plein fouet. Soudainement, d'anciens camarades de classe m'envoyaient des messages admiratifs. Des cousins éloignés qui m'avaient ignoré pendant des années réagissaient avec enthousiasme aux gros titres de la presse, et ma famille proche, qui avait traité mon parcours comme une honte inavouable, s'est retrouvée prise au piège au milieu d'un récit public, qu'elle ne pouvait plus du tout contrôler. Les retombées les ont frappés chacun différemment. La grande firme d'ingénierie de mon père avait passé des années à parler publiquement d'innovation et de l'avenir des jeunes talents, tout en récompensant en privé la même image étroite du succès qu'il vénérait. Après que l'article s'est répandu localement, ses propres collègues ont commencé à le faire circuler dans les bureaux. Avec des commentaires sur le fait qu'il était incroyablement impressionnant que quelqu'un de la famille, Dupont ait bâti quelque chose d'aussi colossal, sans aucun diplôme supérieur. Des hommes influents, qui avaient écouté mon père faire la leçon pendant des années, sur la discipline et les parcours traditionnels, qu'on commençait à lui demander, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, s'il pensait toujours que l'université était la seule voie respectable. Mon père a fait ce que font les hommes orgueilleux lorsque la vérité les embarrasse au plus haut point. Il est devenu plus bruyant et agressif avant de devenir tout petit. Il a violemment rabroué une jeune cadre lors d'une réunion, après qu'elle a fait l'éloge des recrutements non traditionnels. Il a perdu son sang-froid à la cafétéria de l'entreprise quand quelqu'un a osé mentionner mon interview. En moins de 2 mois, la direction lui a fortement conseillé d'accepter un plan de retraite anticipé, suite à ce qu'ils ont appelé un épuisement lié au stress, mais que tout le monde à Lyon a compris comme étant une humiliation déguisée dans un joli costume,
Les conséquences pour Hugo ont été plus pratiques et presque plus satisfaisantes. Il avait apparemment utilisé mon nom à la banque d'affaires où il travaillait, laissant entendre à ses clients et à ses supérieurs hiérarchiques qu'il avait un accès privilégié à mon entreprise et qu'il pouvait apporter des relations d'affaires massives s'il obtenait une promotion vers un que meilleur poste. Une fois qu'il est devenu évident aux yeux de tous que nous ne nous parlions plus du tout et qu'il avait grossièrement exagéré ses connexions, le service de conformité de la banque s'en est mêlé. Il a perdu la promotion tant convoitée qu'il chassait et a reçu un blâme officiel pour fausse déclaration. Cette histoire a voyagé dans le milieu bien plus vite qu'il ne l'espérait. Quelques oncles et tantes qu'il avait toujours traités comme le fils prodige ont soudainement cessé de répondre à ses appels lorsqu'il proposait ses idées d'investissement. Chloé a fait le premier vrai pas vers l'âge adulte de tous. Elle m'a envoyé un long message vocal. Ce n'était pas une performance théâtrale. Ce n'était pas une demi-excuse enterrée sous une montagne de justifications. Elle a dit « Je savais que papa avait tort cette nuit-là. Et je suis restée lâchement silencieuse parce que je ne voulais pas qu'il se retourne contre moi aussi. J'ai profondément honte de ça. Tu méritais une sœur à tes côtés. » Et j'ai agi comme une simple spectatrice, je l'ai écouté 3 fois. Parce que la sincérité était devenue si rare que j'avais besoin de l'entendre plus d'une fois pour y croire, et puis est arrivé le rebondissement qui semblait presque irréel, jusqu'à ce que je voie le mail officiel de mes propres yeux. La firme industrielle où mon père avait travaillé pendant 35 ans parrainait un prestigieux sommet régional sur l'innovation. La fabrication et l'avenir de l'emploi. L'un des jeunes directeurs du conseil avait vu mon portrait dans la presse, fait des recherches approfondies sur mon entreprise, et m'a invité en personne à prononcer le discours d'ouverture sur la création de systèmes à forte croissance en dehors des parcours éducatifs traditionnels. Le titre qu'ils ont proposé m'a fait éclater de rire toute seule dans ma cuisine, le succès au-delà des diplômes. Mon père ne ferait pas qu'en entendre parler. Il devrait regarder la société à laquelle il avait consacré sa vie entière célébrer en grande pompe le genre exact de fille qu'il avait violemment chassée de sa maison. Ma mère a commencé à m'appeler à ce moment-là. D'abord doucement, puis avec urgence. Puis presque tous les jours, elle disait que la famille avait désespérément besoin de guérir. Elle disait que papa avait été sous une énorme pression. Elle disait que Hugo traversait une période très difficile. Elle disait que je manquais à Chloé. Elle disait que les choses avaient échappé à tout contrôle. Elle n'a jamais, pas une seule fois, commencé par ce qui importait réellement. Pas avant que je cesse totalement de répondre à ses appels. Alors, le message écrit est finalement tombé. Ton père dit qu'il a eu tort. Pas, je suis désolée. Pas, je suis embarrassée que les choses soient devenues publiques. Tot? Ce mot est arrivé très tard. Mais il est arrivé. Je lui ai répondu par écrit qu'il n'y aurait aucune réconciliation privée, aucun faux semblant. Aucun dîner de famille où tout le monde utiliserait des voix plus douces pour appeler cela une prise de conscience. S'ils voulaient la moindre relation avec moi, ils devraient dire la vérité clairement et publiquement. D'abord à eux-mêmes, puis aux personnes qu'ils avaient trompées. Ma mère a accepté beaucoup trop vite. Cela m'a prouvé à quel point ils étaient devenus désespérés. J'ai accepté le discours d'ouverture. J'ai réservé le vol de retour pour Lyon, et pour la première fois de ma vie, je n'y retournais pas pour prouver quoi que ce soit. J'y retournais parce que la vérité avait finalement grandi au point que personne ne pouvait plus la forcer à s'agenouiller. Le sommet a eu lieu dans un hall de congrès du centre-ville. Étincelant et moderne. Avec les logos d'anciennes entreprises suspendus à des bannières. Comme de vieux hommes, se rappelant les uns aux autres qu'ils comptaient toujours. Quand je suis arrivée dans les coulisses, Chloé était déjà là. M'attendant dans un tailleur bleu marine impeccable, l'air moins certaine d'elle que je ne l'avais jamais vue. Elle m'a serré dans ses bras dès que je le lui ai permis. Puis a reculé d'un pas. Comme si elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas encore gagné le droit au réconfort. Elle m'a dit que Hugo avait de graves ennuis au travail. Que papa n'était presque pas sorti de la maison depuis qu'il avait pris le plan de retraite forcé, que maman avait passé des semaines à essayer de trouver comment expliquer à la famille élargie que
L'histoire qu'ils avaient tous racontée sur moi était un mensonge absolu. Puis elle m'a tendu son téléphone. « Tu devrais savoir » a-t-elle murmuré. L'écran montrait l'enregistrement d'un appel vidéo de groupe familial datant de la semaine précédente. Mes stunches, mes oncles, mes cousins. Tous ceux qui avaient silencieusement absorbé la version de moi que mes parents avaient soigneusement fabriquée pendant des années, étaient là. Dans l'enregistrement, ma mère a admis d'une voix tremblante qu'ils m'avaient jugé injustement. Qu'ils avaient minimisé tout mon travail acharné. Et qu'ils avaient permis à la fierté mal placée de mon père de se transformer en cruauté. Puis mon père, raide comme un piquet, et visiblement misérable, a prononcé les mots que j'avais autrefois cru avoir besoin d'entendre pour survivre. Il a avoué qu'il avait insulté la fille qui avait soutenu la famille financièrement bien plus qu'aucun d'eux ne le savait. Il a dit qu'il avait confondu l'éducation scolaire avec la valeur humaine. Il a dit qu'il avait eu tort, ce n'était ni élégant, ni poétique. Ce n'était pas rédempteur. Ce n'était pas suffisant pour effacer quoi que ce soit. Mais c'était public. Et c'était réel. J'ai rendu son téléphone à Chloé, et je l'ai remercié de les avoir forcés à le faire sans que je ne sois dans la pièce. Ce fut la première limite saine que j'avais fixée, et que personne n'avait osé tester. Quand je me suis avancée sur cette grande scène illuminée, je l'ai vu immédiatement. Alain Dupont. Assis dans la première rangée, et les épaules beaucoup trop carrées. Arborant l'expression d'un homme coincé entre la honte brûlante et l'entêtement, Hugo était assis à côté de ma mère. Paraissant plus petit que dans mes souvenirs. Comme si le monde avait enfin cessé d'amortir ses chutes. Chloé a pris place près de l'allée centrale. Le modérateur m'a présentée comme une fondatrice visionnaire, une experte en stratégie de système, et une voix nationale influente pour l'entrepreneuriat non traditionnel. Il y a eu une phrase sur la création d'emplois, une phrase sur l'impact économique, une phrase sur la redéfinition de ce à quoi ressemble la véritable crédibilité. Mon père n'a pas applaudi au début. Puis, les personnalités importantes tout autour de lui l'ont fait. Et le bruit assourdissant de la salle a forcé ses mains à se joindre. Presque contre sa propre volonté. Je me suis tenue au pupitre et j'ai regardé une salle remplie de cadres supérieurs, d'étudiants, d'opérateurs et de personnes qui avaient construit leur vie de manière à la fois approuvée et non approuvée par la société. J'avais écrit un discours très prudent dans l'avion. J'en ai abandonné la moitié dès la première minute. Je leur ai dit que le talent n'arrive pas toujours en portant les papiers et les tampons que nous attendons. Je leur ai dit que certaines des personnes les plus capables de ce pays sont rejetées très tôt simplement parce qu'elles ne correspondent pas à un scénario conçu par la peur. J'ai affirmé que les diplômes comptent. Que la formation compte. Que la discipline compte énormément. Mais que rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit s'ils deviennent des excuses pour refuser la dignité, que fondamentale à des personnes dont le chemin est différent. Puis, j'ai prononcé la phrase qui a rendu la salle d'un silence absolu. La valeur d'une personne se révèle bien avant que son curriculum vitae ne vous impressionne. Le véritable test de caractère, c'est la façon dont vous la traitez avant même de savoir ce qu'elle peut faire pour vous. Je n'ai pas regardé directement mon père quand j'ai dit cela. Mais je n'en avais pas besoin. Le silence lourd et pesant autour de lui a répondu à ma place. Au moment où j'ai terminé, le public était debout. Pas parce que j'avais gagné une quelconque guerre mesquine. Pas parce que la vengeance aurait un goût plus doux sous les applaudissements. Mais parce que la vérité, lorsqu'elle est enfin prononcée sans aucune excuse, possède une force physique indéniable. Elle change littéralement la température d'une pièce. Après le discours, le grand directeur qui m'avait invité m'a présenté à plusieurs hauts dirigeants. Puis, avec une cruauté si polie qu'elle confinait à l'art, s'est tourné vers mon père et lui a dit « Vous devez être incroyablement fier d'elle. » As one, c'est à ce moment précis qu'Alain s'est brisé. Pas dans un effondrement dramatique et larmoyant, mais dans quelque chose de beaucoup plus triste. Son visage a perdu toute sa structure de patriarche infaillible. Sa voix est devenue fluette. Il m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous nous sommes mis à l'écart dans un couloir latéral, à loin de la foule mondaine.
Bien que pas assez loin pour qu'il puisse se réfugier dans ses illusions, ma mère a suivi. Hugo est resté en retrait. Chloé s'est tenue près du mur et a laissé le silence faire son travail destructeur. Mon père a commencé avec les phrases toutes faites que les gens utilisent lorsqu'ils arrivent trop tard. J'étais sous une pression énorme. Je ne savais pas comment réagir. J'étais tellement choquée. Puis il s'est arrêté de lui-même. Car même lui pouvait entendre à quel point cela sonnait petit et pathétique après tout ce qui s'était passé. Finalement, la tête baissée. Il a dit « J'ai été cruel avec toi parce que ton succès éblouissant m'a donné l'impression d'être devenu totalement inutile. » Embry, ce fut la toute première chose honnête qu'il m'ait jamais dite à notre sujet. Je lui ai répondu que ses excuses comptaient beaucoup moins que ce qu'elles révélaient de lui. Je lui ai dit que je n'étais pas devenu quelqu'un de précieux le jour où une salle entière d'étrangers en costume s'était levée pour m'applaudir. J'étais précieuse la nuit où il m'avait traité de déchet. J'étais précieuse à 10 à 9 ans. Que je l'ai dans cet appartement minable au-dessus de la laverie. J'étais précieuse chaque fois que j'ai payé une facture exorbitante, dont il n'a jamais su qu'elle venait de moi. Il a pleuré à ce moment-là. Bien que d'une manière qui ne m'a pas du tout donné envie de le réconforter, Hugo a pris la parole ensuite. La voix tremblante de honte. Il a admis qu'il avait construit la moitié de son identité d'homme en se sentant supérieur à moi. Et quand ce château de cartes s'est effondré, il a essayé d'emprunter mon succès de la même manière qu'il avait emprunté tout le reste dans sa vie. Chloé s'est excusée à nouveau. Cette fois devant nous tous. Ma mère a avoué en sanglotant qu'elle avait passé sa vie entière à acheter la paix avec des hommes forts en sacrifiant la vérité dérangeante. Et que cela lui avait coûté sa propre fille. Je les ai écoutés. J'ai cru certaines parties de leur discours, mais je ne les ai récompensés d'aucune absolution. Je leur ai dit, les yeux secs, que la seule relation que j'étais disposée à avoir avec eux à l'avenir était une relation très limitée, construite exclusivement sur le respect, l'honnêteté et la distance, plus un seul centime. Plus aucun accès familial aux privilèges de mon entreprise, plus de réécriture émotionnelle après coup, pas de visite surprise à Biarritz, pas d'accusation d'égoïsme quand je choisirais de me protéger. Chloé pourrait m'appeler. Ma mère pourrait m'envoyer des messages. Hugo aurait besoin de beaucoup de temps et de constance avant que je n'envisage quoi que ce soit au-delà de la simple politesse. Mon père et moi, nous ne ferions pas semblant. S'il voulait me parler, il le ferait sans autorité, sans aucun sentiment de droit, et sans s'attendre à ce que j'apaise sa propre culpabilité. Il a hoché la tête. Comme un homme qui apprend une langue étrangère beaucoup trop tard pour espérer y paraître naturel un jour. Et ce fut tout. Pas de retrouvailles cinématographiques sous la pluie. Pas de guérison. Miracle instantané. Juste de lourdes conséquences. Des frontières de fer. Et une vérité qu'aucun d'eux ne pourrait jamais remettre dans sa boîte. Je suis rentrée chez moi à Biarritz le lendemain matin. Chez moi? Ce mot désignait enfin un endroit que j'avais personnellement choisi et bâti, pas une pièce où j'avais été perpétuellement évaluée et jugée. Une semaine plus tard, j'ai animé un autre atelier intensif dans mon studio. Des dizaines de femmes sont entrées en portant des échantillons de produits, des cahiers, de la peur, de l'ambition féroce et des plans d'affaires inachevés. Plume dormait paisiblement près de la porte pendant que j'enseignais la fixation des prix, la mise à l'échelle, la psychologie du fondateur. Et pourquoi la honte est l'un des bagages les plus atrocement coûteux qu'un entrepreneur puisse traîner avec lui. J'ai largement élargi le programme de bourse que j'avais lancé discrètement l'année précédente pour les étudiants qui bâtissaient des entreprises en dehors des sentiers battus. Chloé a commencé à y consacrer de précieuses heures de bénévolat juridique pour les aider. Hugo m'a envoyé sa toute première lettre d'excuse manuscrite. Au lieu d'un lâche SMS, ma mère m'a renvoyé une boîte de mes vieilles photos d'école avec une note qui disait simplement « Tu n'as jamais été le problème ». Mon père écrivait une fois par mois. Des lettres courtes, sans aucun apitoiement sur son sort. Juste des faits concrets. Une prise de responsabilité claire. Et l'effort maladroit d'un homme qui avait enfin compris que l'amour ne survit jamais à l'humiliation prolongée. Parfois je répondais à ces lettres.
Parfois je ne le faisais pas. C'était mon choix. Maintenant, un soir, des mois plus tard, je me tenais pieds nus sur les marches arrière de ma maison à Biarritz. Regardant la marée de l'océan s'assombrir sous les dernières lueurs du crépuscule, la maison était parfaitement silencieuse. À l'exception de la respiration calme de plumes à proximité et du léger bourdonnement des rires des voisins à 2 maisons de là, j'ai repensé à ce dîner d'anniversaire explosif. J'ai pensé à la fille brisée qui est sortie de là en disant « D'accord, très bien », parce qu'argumenter l'aurait rendue encore plus petite dans une pièce qui avait déjà fermement décidé de ne pas la comprendre. Je pensais autrefois que la vengeance signifiait faire souffrir les gens de la même manière qu'ils m'avaient fait souffrir. Je sais mieux aujourd'hui. La véritable vengeance, c'était de laisser la vérité se tenir immobile assez longtemps pour qu'il soit forcé de s'y voir en plein visage. La vraie vengeance, c'était de construire une vie si incroyablement solide que leur approbation en est devenue totalement insignifiante. La vraie vengeance, c'est que lorsqu'ils sont finalement venus, repentants, chercher ma valeur, je n'avais absolument plus besoin d'eux pour la confirmer. J'ai regardé l'eau s'écraser contre les rochers et j'ai compris quelque chose avec une paix absolue que je n'avais jamais, au grand jamais, et ressenti à Lyon. Je n'avais pas besoin que ma famille me sauve, me valide, ou fasse le bon choix à mon sujet. J'avais déjà fait le plus dur toute seule. Je m'étais choisie en premier.